Téléspectateurs de Mandé TV, bienvenue sur votre plateau Entretien Brut. Bonjour, bonsoir. Le plateau sur lequel on fait un décryptage de l'actualité. On essaye de jeter un coup d'œil, savoir ce qui se passe à l'horizon de manière nationale, régionale, voire internationale. Téléspectateurs, nous avons un invité pour faire ce décryptage de l'actualité aujourd'hui. Il s'agit de Monsieur Mamadou Lamine Ban. Il est chargé des affaires sociales et questions migratoires au Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Monsieur Ban, bonjour. Bonjour Maïga, comment allez-vous? Ça va très bien. Bien, merci. Bonjour à toi, bonjour à Moussa et à tous les auditeurs de Mandé Télévision à travers le monde. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et nous avons notre chroniqueur, il s'agit de Moussa Oulé Traoré, journaliste, correspondant de médias Guinée. La Guinée est le voisin, à côté tout près. Moussa, bonjour. Oui, bonjour Fadima. Bonjour à la diaspora dans son ensemble comme d'habitude. Un bonjour particulier à l'endroit de notre cher procureur qui s'est fait parler de lui dans cette semaine. Bienvenue dans un pays de Soumaoro Kanté où personne n'a le droit maintenant de critiquer le chef d'État. Et quand il faut savoir parler, même nous les médias, la sortie ratée, je peux dire même, du procureur, il faut dire comme ça, puisque c'est une très mauvaise communication. C'est une sortie qui se fait remarquer à tel point que certains humoristes on ne peut même pas dire dans un État, même si, comme dans un État de droit où la démocratie que les Maliens aspiraient il y a longtemps, donc on est en train de constater que cette démocratie-là est en train de disparaître à travers cette transition si on ne fait pas attention. Donc franchement, j'aurais souhaité quand même que le procureur ressorte encore pour corriger ce qu'il a dit comme... Vous auriez voulu quoi, une certaine neutralité du procureur, au moins oui, parce que tout ce qu'il a dit ici, et Bois était là, et ce procureur même était là, Bois, on a tout dit de Bois, on a tout dit d'ATT, donc faux président Ibrahim Boubacar Keïta, et on a tout dit d'ATT, et les présidents n'ont jamais eu, les procureurs d'alors n'ont jamais eu cette initiative maintenant de faire taire ou bien de clouer les becs de personnes comme ça. Mais quand on nous dit on peut critiquer, et puis dans la plus grande sagesse, la façon dont le procureur même a gestionné les choses, ce qu'il faut dire. Mais maintenant là, nous on a trouvé aussi la bonne formule pour le dire. Il faut maintenant croiser les bras comme on est dans une mosquée, maintenant devant Dieu, pour parler aisément. Mais quand dans un pays on ne peut pas parler de chef d'État, on ne peut pas maintenant manifester nos colères, étant donné que ça ne va pas dans le pays, mais nous quand même on va le dire et la prison sera remplie. Ok, merci beaucoup Moussa. C'est une petite remarque, constatation, mais quoi qu'il en soit, une démocratie, c'est des échanges, c'est des discussions. Monsieur Ban, alors pour parler aujourd'hui, pour commencer sur nos sujets, on va commencer par des sujets régionaux. Et nous avons un premier sujet qui vient de la République de Guinée. Je ne sais pas, vous regardez très bien l'actualité, je pense comme nous autres, ou un peu moins que nous les journalistes, on dira. Il s'agit vraiment d'une activité ou un communiqué qui a été lu au niveau de la télé nationale de la République de Guinée ce 19 février, comme quoi le gouvernement est dissous. Quelle approche, quelle lecture, quelle compréhension, peut-être un choc, ça vous a fait? Tout d'abord, mes salutations sincères au peuple frère de Guinée. Je viens de rentrer d'un voyage à Cancan où j'étais avec une délégation malienne dans le cadre de la mission de suivi de la campagne de la transhumance de cette année. Et subitement après mon retour, nous avons suivi ensemble cette déclaration dans la télévision guinéenne et à travers les médias sociaux où on a vu un groupe d'officiers et de sous-officiers qui ont déclaré que le gouvernement avait été dissous avec beaucoup d'autres mesures, notamment comment dirais-je, la suspension de plusieurs privilèges, les passeports, etc., etc. Donc c'est un constat que nous voyons dans ce pays frère dans lequel il y a beaucoup de Maliens
Et ces deux pays, vous savez, on dit que c'est les deux poumons d'un même corps. Tout ce qui touche à la Guinée touche nécessairement le Mali. Nous sommes liés par la géographie, la culture et même avec des relations politiques très fortes. Et c'est une communauté malienne très très importante qui vit en Guinée. C'est le lieu de la saluer au nom du président Habib Silla, du président Mohamed Sidibé qui est le président de la colonie malienne au niveau de Guinée-Conakry. Et nous souhaitons quand même que cette décision qui a été prise pour dissoudre par le premier magistrat du pays n'ait pas beaucoup de conséquences sur la vie des citoyens guinéens en termes des activités qui s'arrêtent lorsqu'il n'y a plus de gouvernement. Nous souhaitons que les choses puissent redémarrer rapidement et nous souhaitons que le tout se fasse dans la paix et dans la cohésion, sans turbulence. D'accord, Monsieur Bani, merci beaucoup. Moussa, de quoi il s'agit là-bas en Guinée? On a vu des communications interministérielles, on pourra dire. On a vu beaucoup de spéculations sur les réseaux sociaux. Les gens essayent de savoir le pourquoi du comment, cette véracité et aussi cette particularité de se communiquer quand même. Visuellement, on avait l'impression que c'était un coup d'État. Les mesures prises aussi ressemblent beaucoup à des mesures qui sont prises pendant les coups d'État. Moussa, vous qui avez vraiment toutes les cartes en main pour nous éclairer. C'est pas facile. C'est pas facile. Franchement, on a suivi ce communiqué en pleine journée. Je ne sais pas, peut-être avec les militaires et qui sont imprévisibles parfois dans les actes, mais j'aurais dû attendre au moins le soir ou de la nuit lors de la grande édition, donc pour essayer de faire le communiqué, puisque c'est tous les doutes qui sont autour de cette communication, c'est eux qui ont ça. Bon, peut-être c'est suite à leur organisation à l'interne, puisque comment un groupe d'officiers et sous-officiers maintenant puisse s'arrêter devant l'écran. Bon, ce n'est même pas la télé nationale, mais c'était sur leur page Facebook, donc pour essayer de faire un tel communiqué, un tel décret, et signé par le président de la transition, d'abord qu'on ne voit pas il y a quelques jours de cela. Vous savez, la Guinée est un pays de spéculation et tout le monde il va dans les commentaires. Il y a d'autres maintenant qui pensaient que c'était un coup d'État comme à la Assimi, mais c'était pas ça. Donc c'était juste, vous savez, le remaniement gouvernemental, on savait très bien que ça n'allait pas dans le gouvernement, puisqu'il y avait ce problème de bicéphalisme au sein du gouvernement. Il y avait le groupe du Premier ministre, chef du gouvernement Bernard Goumou. Et il y avait aussi le groupe de l'homme, le plus puissant ministre guinéen, le ministre d'État Charles Wright, le ministre de la Justice. Oui, c'est vrai qu'on a vu un courrier de réponse de ce ministre, le Premier ministre. Voilà, donc les injonctions que le ministre avait données au procureur de poursuivre les DAF de différents départements, et le Premier ministre a dit qu'il n'a pas été informé. Donc on a vu maintenant cette acrobatie maintenant politique ou bien acrobatie médiatique entre le Premier ministre et son ministre de la Justice. Bon, on ne sait pas qui a l'indépendance de faire quoi que ce soit, mais on sait quand même que le Premier ministre est Premier ministre, mais on a un super ministre qui est le ministre d'État, ministre de la Justice, Charles Wright, qui est permis de faire tout. Parce que quand vous voyez, je ne sais pas si le ministre de la Justice était dans la logique du président de la transition, puisque Maurice Doumbouya qui disait lors de sa prise de pouvoir que la justice sera la boussole pour tous les Guinéens, ou qui va guider tous les Guinéens, mais peut-être il a laissé la main libre à son ministre de la Justice de travailler convenablement, de faire la justice à la Guinée. Et dans une deuxième communication, lors de son adresse à la nation, il dit que sa main ne tremblera pas maintenant s'il s'agit de la justice. Donc on a vu son ministre qui a émis ces injonctions-là. Mais le Premier ministre qui est sorti, qui dit qu'il n'a pas été informé, et tout ça là, il a aussitôt instruit au ministre de la Justice d'annuler. Mais donc on a vu cette séquence-là vraiment qui a fait qu'il y a eu déchirure gouvernementale entre le gouvernement. Et il y a d'autres informations aussi qui ne passent là du tout, c'est que le président aurait été, il serait mécontent
beaucoup de résultats de ces ministres, franchement, parce qu'il y a longtemps, l'Internet est coupé, les radios sont fermées, et que les Guinéens, le prix des denrées alimentaires augmente maintenant à l'échelle. Donc le président, il perd de jour en jour la crédibilité et la confiance du peuple. Donc le président, vous savez, ce sont des militaires qui anticipent. Un militaire, c'est l'anticipation. Donc, mais il y a d'autres informations aussi qui sont contraires à tout cela. Et ce sont des informations comme quoi le Premier ministre aurait déposé sa lettre de démission. Donc, parce qu'il n'est pas... Il a dit au président comment dirais-je, de sanctionner le ministre de la Justice. Maintenant, le président ne l'a pas fait. Donc, un Premier ministre qui dit qu'il n'est pas au courant de rien, donc c'est un Premier ministre de façade. Moi, je considère comme ça. Bon, pour ne pas être un Premier ministre de façade, il aurait, pour un bon cadre comme lui, Dr Bernard Gomou, il aurait démissionné il y a longtemps. Mais en fait, le président... en un mot aussi, le Premier ministre perdait pied, quoi. Il n'avait plus vraiment l'autorité. L'autorité sur certains ministres. Donc, pour la dignité et pour l'honneur, il faut démissionner. Donc, le président et le Premier ministre auraient démissionné. Mais pour ne pas que cette démission-là prenne une certaine envergure, parce qu'on a un autre Premier ministre qui avait démissionné, le tout Premier ministre de la transition, M. Glavogui, donc Mohamed Glavogui, qui avait démissionné. Maintenant, on ne peut pas voir aussi un deuxième Premier ministre démissionnaire. Il faut anticiper, il faut dissoudre le gouvernement. Donc, on va voir s'il y aura des recyclés ou pas, ou bien on va changer totalement maintenant l'équipe là. Mais je sais que parmi eux, il y a quand même des bons ministres qui ont fait les preuves, comme le ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Sanda Kouyaté, donc qui a fait ses preuves. Et on a vu aussi l'autre ministre, le ministre de l'Agriculture, Mamoudou Nanyale Barry, donc qui est un excellent ministre, et le ministre de l'Enseignement technique aussi, et maintenant qui sont des ministres qui ont quand même montré franchement leur capacité pour maintenant faire sortir le... Mais en tout cas, il y a des ministres médiocres aussi qui sont dans ce gouvernement et qui doivent être remerciés. Et les Guinéens même sont contents que ce gouvernement-là parte et qu'on a quand même un nouveau gouvernement. Chaque fois, il faut souhaiter le nouveau gouvernement, il faut souhaiter, mais c'est pour endorloter. Mais en tout cas, on va voir, c'est-à-dire l'arène politique guinéenne est en train d'observer, observatoire maintenant dans cette séquence transitoire en Guinée, puisque on est en train de voir le nouveau gouvernement qui sera mis sur place. On va voir, c'est ce nouveau gouvernement-là qui va définir maintenant l'aspect politique, l'envie même du président de la République, s'il veut se maintenir au pouvoir ou bien s'il veut aller. En tout cas, certains pensent quand même à un gouvernement d'union nationale, un gouvernement consensuel. D'accord, mais quand même, parce que pourtant, je crois bien que le président Doumbouya avait mis en place une stratégie qui, on se posait la question pourquoi les pays tout autour, notamment les pays en période de transition, ne faisaient pas pareil. C'est le pays où il y avait l'évaluation des ministres. C'est quand même une particularité. Et donc, qu'est-ce qui ne marche pas? Si on fait l'évaluation des ministres et que le ministre n'apporte pas vraiment de résultats comme il le faut, il y a quand même des stratégies pour pouvoir trouver des solutions à cela. Il ne faut pas souvent attendre à ce que ça arrive à un tel degré. Je pense bien que M. Ban partage cette idée-là. Oui, moi je pense que ce qu'il faut considérer dans cette situation, il y a eu une conjonction de plusieurs situations à la fois. Moussa a parlé de la situation économique, surtout des augmentations des denrées de première nécessité, avec l'accident qui est survenu dans les dépôts aussi de carburant. Vous avez vu les problèmes d'approvisionnement en carburant. Bon, et les problèmes de positionnement politique aussi, ça il ne faut pas l'oublier. Nous sommes dans un régime de transition qui est dans une option, est-ce que la transition, elle sera pour combien de durée, avec la continuité pour celui qui est à la tête de l'État aujourd'hui, est-ce qu'il est en train de préparer sa succession. Tout ça, ce sont des interrogations qui ne sont pas encore claires. Mais je pense qu'en lisant dans le communiqué tel qu'il est libellé, ça semble être un nouveau départ qui est en train de se faire pour donner une autre orientation. Est-ce que Mamadi Doumbouya, le président Mamadi Doumbouya, voudrait aujourd'hui faire un autre cap, changer de cap
en ce qui concerne non seulement sa politique intérieure ou bien sa politique internationale? Est-ce un essai de rebondissement pour un nouveau cap? Est-ce une manière de se séparer des gens qui sont les moins performants dans son gouvernement, et pour éviter aussi, comment dirais-je, comme si le Premier ministre le laissait en plein vol? Voilà, je ne sais pas maintenant, c'est ce qui va, la nomination du futur Premier ministre et du futur gouvernement qui va nous donner la lumière sur véritablement le cap que voudrait prendre Mamadi Doumbouya, aussi bien dans la gestion des questions politiques à l'interne, surtout la satisfaction des besoins des Guinéens, et aussi, deuxièmement, quelle serait sa position compte tenu de la situation dans la sous-région, parce que ça aussi, ça a influencé que la Guinée, quand même, c'est une transition tout à fait à part quand on considère ce qui se passe dans les pays de l'AES. Bon, c'est une transition qui essaie d'être à cheval entre la position de l'AES et la position des autres qui sont nés dans l'AES et autres. Est-ce que cette position est tenable compte tenu de la situation géopolitique sous-régionale? Le prochain gouvernement nous le dira. D'accord. Oui. Mais moi, je me dis la question, est-ce que c'est la bonne stratégie? Parce qu'on a aussi vu ce genre de stratégie de gouvernance. Il ne faut pas aller très loin. Il faut voir avec le président Feu Ibeka. C'était le champion, on peut le dire, de pouvoir tout le temps renouveler tout un gouvernement ou bien changer de ministre. Il y a des ministres, surtout le Premier ministre, qui a été quand même changé. Est-ce que c'est une bonne approche, ça, de pouvoir à chaque fois, par des sautes d'humeur, on peut dire quelque part, renouveler un gouvernement? Je pense que le point fort d'une transition, c'est de maintenir une équipe de gens engagés pour une même cause. Puisque c'est un gouvernement de transition, c'est différent quand même d'un gouvernement ordinaire. C'est un gouvernement de mission en général qui a une vision, une mission à amener, et pour ça, il faut une équipe soudée autour des idéaux qui ont animé cette transition. Le changement à chaque fois d'équipe gouvernementale va éparpiller les efforts et souvent va embrouiller le cap sur lequel les gens sont en train de partir. Je pense qu'aujourd'hui, cette croisée de chemin, et le président Mamadi Doumbouya, il est obligé de tracer un cap et de s'en tenir à ce cap-là pour que la transition guinéenne se passe dans le meilleur des cas. Merci beaucoup. Moussa? Oui, vous savez, c'est la guerre des lobbyistes. Donc, vous savez, le premier gouvernement qui a été mis en place a été, vous savez, il y a des gens même qui ont payé de l'argent. Et pour être dans le gouvernement, ça c'est... Vous n'avez pas de preuves? Non, mais... Vous n'avez pas de preuves, Moussa, je ne veux pas vous laisser dire ça. Non, nous sommes aussi à l'écoute. Souvent, on parle avec certains cas. Moussa, dans tout pays, il y a toujours des rumeurs. Je pense qu'on va essayer d'avancer. Ce n'est pas des rumeurs, mais quand même, il faut. Mais ce qui est inquiétant dans tout ça, là, vous savez, le gouvernement a été dessous. À la veille même de la grève qui a été déclenchée par la synergie des syndicats et tout ça là. Mais est-ce que c'était une manière de freiner maintenant les manifestations? Vous savez, il y avait des bourdonnements à Conakry, les femmes avaient commencé à baver les pavés, tout ça là, pour essayer de se faire entendre sur la cherté de la vie, et donc et tout ça là. Et dans les quartiers à Conakry... On en saura plus, et je pense que vous aurez la réponse à votre question si le Premier ministre en question revient. C'est une manière peut-être du président Doumbouya de lui redonner une force, parce que vraiment un PM presque désavoué, 0,1% qui reviennent. Presque désavoué, c'était compliqué. Téléspectateurs de Mandé TV, on va suivre ça de très près. Voilà, c'est le voisin. On a un autre dossier. Il s'agit toujours d'un dossier régional, particulièrement pour ce plateau d'entretien brut d'aujourd'hui. Il s'agit du discours du chef de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, lors du meeting de soutien à la transition qui s'est fait dans un stade avec beaucoup de Burkinabés le 18 janvier dernier. Alors, quelle lecture, quel message, quelle communication le capitaine Traoré veut notamment donner? Monsieur Ban, vous avez regardé tout ça? Quelle transmission le capitaine Traoré peut-être a pu ouvrir? Ok, dans son style particulier, le capitaine Traoré n'a pas
comment dirais-je, ne va pas avec le dos de la cuillère. Il dit les choses telles qu'elles qu'il l'entend. Moi, je pense que cette sortie-là, elle est un peu comparable à la journée du 14 janvier, celle qu'on a appelée chez nous ici la journée du 14 janvier, la mobilisation populaire autour de la journée de la souveraineté retrouvée. Je pense que dans ce discours, essentiellement, toutes ces prises de position vis-à-vis comment dirais-je, des sanctions que le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont subi de la part de la CEDEAO, les pressions des puissances étrangères, les fermetures de frontières, l'interdiction comment dirais-je, d'exporter certains produits alimentaires. C'est pour fixer le cap et dire que bon, il a donné des réponses à ces questions-là pour dire que l'AES, les États de l'AES s'en tiennent à ça et ils sont prêts à prendre leur destin en main. Je pense que c'est le discours essentiel de ce qui aujourd'hui constitue cette dynamique des États du Sahel, les États du Liptako-Gourma qui sont devenus, parce que c'est quelque chose aussi d'assez ancien, c'est-à-dire les gens voient l'AES comme quelque chose de spontané. Mais je pense qu'en revenant un peu dans l'histoire, on va se rendre compte que cette zone de Liptako-Gourma, il y avait eu même bien avant, comment dirais-je, l'idée de fédérer ces États-là autour de Liptako-Gourma. Peut-être aujourd'hui, avec le contexte géopolitique et le contexte des relations internationales, je pense que cette question ressurgit avec d'autres considérations, non seulement économiques, mais aussi culturelles et aussi géostratégiques. Surtout sécuritaire. Oui, surtout sécuritaire. Bon, moi, si je dis géostratégique, j'y mets la sécurité là-dedans, parce que la question sécuritaire, elle est éminemment géostratégique au niveau des États du Sahel. Je pense que les questions sécuritaires que nous vivons dans ces États du Sahel et au-delà ne sont pas absents des agendas des grandes puissances, des agendas de domination et d'exploitation des ressources. Je pense que ça, c'est tout à fait lié. D'accord. Merci beaucoup, Moussa. Oui, vraiment, c'est la première fois que je me pose à une idée du capitaine Ibrahima. Vous savez, j'ai écouté son discours devant ses partisans qui sont venus soutenir la transition, et c'était bien. Mais vous savez, en matière de communication, quand le président parle, ça engage tout le pays. Ça, il faut dire de la vérité. Mais j'aime qu'il communique, mais il faut parfois savoir où placer les mots, c'est très important. Parce que les points que moi j'ai relevés dans sa communication, et quand il a dit certains pays ont fermé leurs frontières pour ne pas que certains produits soient maintenant au Burkina et tout ça là, mais peut-être ils ont donné un délai, et quand le délai là passe, nous allons aussi leur dire que ces produits là ne rentreront jamais ici. Donc ça, ce sont des communications, vous savez, dans la cohabitation entre les États frères, souvent, on ne peut pas dire à un pays de ne pas envoyer maintenant tel produit dans tel pays, et que ce soit parce que, je sais, il faisait allusion à quel pays, donc je ne dirai pas le nom, et tout le monde sait, mais il a parlé pour lui, le Burkina, mais il a fait plus la communication sur le Mali que sur le Burkina Faso. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est comme si il est en train de faire la guerre du Mali à la place du Mali. Mais il fait la guerre du Mali. Non. Oui, la guerre du Mali à la place du Mali. Et ça, il doit faire beaucoup attention. Vous savez, souvent, les régimes changent, et les intérêts aussi qui lient les nations. On ne peut pas faire la guerre à quelqu'un. Vous savez, je vais vous donner un exemple. La Guinée étant l'un des pays qui a donné l'indépendance à beaucoup d'États aujourd'hui, mais qui se voient aujourd'hui, les États où la Guinée a donné l'indépendance, là, c'est les mêmes États aujourd'hui qui se retournent contre la Guinée. Et certains États même ont fermé leurs frontières quand il y a eu Ebola en Guinée. Donc les régimes, c'est les intérêts qui lient les nations. Il ne peut
pas faire la guerre du Mali maintenant à la place des Maliens. Ça, quand même, c'est un président du Burkina Faso. Ce n'est pas un État fédéral ou la confédération, parce que pour le moment, mais il doit rester dans le cadre de Burkina Faso, parce qu'on n'a pas vu d'abord un cadre malien ou un cadre du Niger qui défend la cause burkinabé, parce qu'il doit faire beaucoup attention. Lui, il peut pas, parce qu'on a fait ça au Mali. Non, je ne suis pas d'accord. Il allait dans l'esprit de l'AES. Non, pourquoi il n'a jamais été... Non. Dans sa communication, quand même, il s'est permis de citer... Non, vous connaissez même ma position quand cette fameuse AES, donc pas seulement je ne rentre pas dans les détails parce que pour ne pas contredire M. Ban, mais c'est ça que, parce que c'est une, comment dire, une alliance dont moi je ne crois pas du tout à la durée. Bon, mais... il faut rester dans la communication, sensibiliser la population, maintenant à rester derrière la transition, à l'erreur. Mais quand vous savez, chaque fois, moi j'ai remarqué, à chaque fois, on amène des sujets qui peuvent maintenir la population dans, comment dirais-je, l'ignorance. Et pour oublier la... une stratégie populiste. Oui, une stratégie populiste, donc pour essayer d'enlever la population, comme on a fait. Vous savez, quand on pose la question, on ne peut pas rentrer, comme on n'a pas le sujet de l'énergie, sinon je vais vous démontrer tout à l'heure quand notre ministre de l'énergie, quand on lui avait posé la question sur cette question de coupure d'électricité pendant le mois de Ramadan, mais elle a tourné autour du pot. C'est la même chose qui se passe avec le président Ibé, donc pour essayer d'endolenter un peu la population. Mais attention, c'est que les gens ne savent pas. Souvent on peut tromper le peuple une fois, mais on ne peut pas faire permanemment. Mais il faut que quand il veut faire la communication, qu'il fasse une bonne communication maintenant avec aussi les preuves à l'appui, mais pour dire qu'on va fermer nos frontières avec tel pays, parce qu'ils ont fermé leurs frontières. La Guinée a eu Ebola. Parmi les 6 pays limitrophes qui entourent la Guinée, il n'y avait que le Mali qui n'a pas fermé ses frontières. Mais après Ebola, les pays là ont ouvert leurs frontières, leur commerce et tout ça là. Mais ça, c'est quand même, il ne peut pas former la frontière parce que les pays là ont appliqué comment dire, le texte de la CEDEAO. Même si ce n'était pas bon, ce n'était pas un bon texte, c'était abusé, c'était une sanction inhumaine, bon, quand même. Mais lui, à son tour, ne doit pas, étant un chef d'État, qui doit engager plus de 25 millions de Burkinabés. Maintenant, quand même, je ne suis pas d'accord du tout avec la communication de capitaine Ibrahim Traoré sur ce sujet. Il doit maintenant montrer toujours que, peut-être malgré la fermeture des frontières, peut-être il pouvait dire cela, malgré la fermeture des frontières, et que le pays continue quand même à vivre, on n'est pas comme on est en train de faire ici au Mali, et jamais. Malgré l'hostilité du gouvernement malien, mais le Mali n'a jamais dit, mais puisque la Côte d'Ivoire a fermé ses frontières au Mali, donc aucun produit ivoirien ne rentrera ici après la levée des sanctions. Je ne crois pas que si les dirigeants maliens ont dit cela. En tout cas, c'est un écart de langage de la part d'Ibrahim Traoré. Bon, moi je crois que le capitaine Traoré a parlé avec son tempérament, c'est-à-dire il faut voir l'homme qui parle, hein, il a toujours parlé comme ça, il a toujours eu ce genre de langage. Moi je ne suis pas son chargé de communication pour dire comment est-ce qu'il doit le dire, mais seulement j'ai compris que c'est une manière pour lui peut-être de mobiliser les Burkinabés pour produire davantage. Moi c'est comme ça que je comprends la situation, pour dire aux Burkinabés que ce soit les problèmes du cru qui viennent de la zone CEDEAO, l'espace CEDEAO, que ce soit les produits qui sont généralement importés comme le blé, etc., et les autres denrées alimentaires, c'est d'inviter les gouvernements, les différents gouvernements et même les populations de faire tout pour que nous produisons ce que nous consommons. Produire ce que nous consommons fait partie quand même de la reprise en main de notre destin, parce qu'un peuple qui a faim n'est pas un peuple libre. Maintenant, moi je suis un partisan d'une cohabitation des peuples. Le commerce sous-régional, interrégional pour moi est très important et très bénéfique, que ce soit pour les pays qui sont actuellement dans l'AES, qui doivent renforcer leur coopération à cause de différents éléments que j'ai cités précédemment, des éléments historiques, culturels, géographiques, etc. Mais aussi le monde, l'échange entre les différents pays, surtout dans la zone CEDEAO. Il
faut savoir que ces frontières ont été héritées de la colonisation. Et quelles que soient les formes de fédération ou bien les formes comment dirais-je, des constructions politiques d'ensemble, les peuples ont précédé ces constructions politiques-là. Il faut maintenir les relations de fraternité entre nos différents pays. Ok, moi je ne vois pas c'est pas, comment dirais-je, de la même manière que M. Ban. Vous savez, quand il dit qu'il se base peut-être, qu'il veut inciter la population burkinabé à cultiver davantage ou à travailler davantage sur, vous savez, les bananes plantaires et les bananes et autres denrées, comment dirais-je, qui sont importées au Burkina Faso. Burkina, quel que soit, vous savez, il y a souvent la géographie favorise certains pays à cultiver plus de denrées que d'autres. Et puis, il faut que nos États aussi, ou nos présidents, fassent beaucoup attention maintenant à ces calculs, comment dirais-je, émanant de nos techniciens souvent qui sont sur le terrain. Il n'y a pas un mois, on a dit que la Guinée est le premier pays producteur de riz de la sous-région. Et pendant que la Guinée importe plus de 300 000 tonnes de riz par an. Et pendant ce temps encore, il n'y a pas 2 semaines, le gouvernement a augmenté le prix du riz. Donc, et on dit que le premier pays, sur la base de quelles statistiques, on a dit que ce pays-là est... Mais au Mali ici, on dit aussi que le Mali est le premier pays exportateur de bétail. Mais le kilo de viande ici, c'est 2500 ou 3000, 3500. Et pourtant, nous sommes le premier. Avec les statistiques, souvent, peut-être s'ils se basent sur les statistiques maintenant qui ont été données, qui lui ont été données par les statisticiens, maintenant qui disent que le Burkina a implanté, a fait la culture des bananes plantaires jusqu'à à de telles tonnes et à de telles tonnes, mais qu'ils se trompent. Vous savez, nos statistiques n'ont jamais été réelles. Mais qu'ils dosent un peu la communication. Peut-être qu'ils pouvaient trouver une autre formule, maintenant en s'adressant à la population, en disant ceci, que vous avez vu, peut-être à travers cela, on nous a sanctionné parce qu'il n'y a pas tel produit. Maintenant, essayez de produire ces produits-là chez nous, donc pour essayer de diminuer l'importation. Là, quand même, je suis d'accord. Mais dire qu'il faut que je vais dire à tel pays ou bien à ce pays-là de ne plus importer tel denrée chez nous, quand même, c'est une mauvaise communication de la part d'un président. Et si ça venait d'un ministre de l'Agriculture, je pouvais comprendre parce qu'il ne peut pas engager tout un pays, mais le chef d'État engage toute une nation. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, c'est un discours qui a été très poignant, qui a été très... Mais moi, j'ai senti vraiment un discours à pouvoir galvaniser les citoyens, un petit peu populiste par moment, mais... Le capitaine Ibrahim Traoré a tendance maintenant à changer d'aspect. C'est vrai qu'il a été toujours dans une communication terre à terre, mais là je sens que son taux de communication populiste est en train de grimper. Et ça, on pourra vraiment dire attention, attention, le populisme c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment ça dont le citoyen a besoin? Donc, téléspectateurs de Mandi TV, ce dossier il est clos. Avec le Burkina Faso, notre voisin, nous avons encore un autre sujet régional. Il s'agit du Sénégal. Le Sénégal qui devait normalement faire des élections présidentielles pour le 25 février 2024. Le président de la République, M. Macky Sall, a voulu changer ce calendrier en demandant à ce que l'Assemblée nationale puisse lui donner du poids pour pouvoir reporter ces élections qui ont été notamment allées dans ce sens, qui avaient été reportées pour décembre 2024. Entre-temps, le Conseil constitutionnel a invalidé cette décision de report des élections. Donc le président ou la présidence de la République a fait un communiqué pour vraiment dire qu'ils allaient s'aligner, ils allaient respecter ce report-là. Mais entre-temps, le pays bouge, il y a des manifestations de part et d'autre. Les manifestants demandent plein de choses. Oui, je pense que la situation du Sénégal aussi n'est pas étrangère, quoi qu'on dise, à la situation géostratégique internationale. Nous avons au Sénégal 2 camps qui se font face.
un camp de la classe politique, de l'ancienne classe politique qui est très, comment dirais-je, attaché aux relations historiques avec l'ancienne métropole et qui est connecté avec les milieux maraboutiques, etc. Nous avons une autre classe politique qui est la frange la plus jeune et qui réclame un peu plus de souveraineté, un peu plus, je veux dire, d'accès aux infrastructures de base, un peu plus d'emploi, un peu plus de revenus et un peu plus de souveraineté. Je pense que c'est sur ce fond-là que l'élection présidentielle sénégalaise s'est discutée avec la validation et l'invalidation de certains candidats dont certains sont privés de leur liberté. Et c'est dans ce contexte que le président Macky Sall a jugé nécessaire de ne pas se représenter pour un troisième mandat. Il était soupçonné de vouloir aller vers un troisième mandat. Alors, lorsqu'il s'est déclaré, les associés, comment dirais-je, il a signé un décret de convocation du corps électoral qui, les élections présidentielles devaient intervenir avec un certain nombre de candidats le 25 février. Et entre-temps, il y a eu quand même des pourparlers dans les invalidations. On s'est rendu compte qu'il y a des figures politiques qui n'en font pas partie et des figures politiques, mais peut-être qui ont encore des relations un peu plus hautes avec l'ancienne métropole, etc., pour citer Karim Wade et les autres. Et c'était une manière de repêcher Karim Wade, comme le disent les mauvaises langues. Est-ce que aussi c'était pour essayer, compte tenu des sondages, que le Premier ministre Amadou Ba était très mal coté dans les sondages? Est-ce que c'était une manière de changer, comment dirais-je, de champion? On ne sait pas, mais de toute façon, le président avait considéré qu'il pouvait rappeler son décret et, comment dirais-je, reporter les élections et passer par l'Assemblée nationale pour valider cette décision. L'Assemblée nationale, bien entendu, a pris une loi qui a été jugée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle qui demande d'organiser les élections dans les meilleurs délais. Et ces meilleurs délais, c'est quand? Est-ce que ce serait la poire en deux en convoquant les élections à avant le, c'est-à-dire Macky dans ce scénario de report au mois de décembre avec 10 mois de plus? Est-ce qu'aujourd'hui ils vont se donner combien de mois? 3 mois, 4 mois pour aller aux élections? Nul ne sait. Les discussions sont en cours. En tout cas, ce qui est souhaitable, c'est que idéalement que les candidats qui voudront postuler, qu'ils puissent postuler et que le peuple soit l'arbitre pour choisir. Vous savez, quand on veut souvent condamner les coups d'État, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas aussi tolérer certaines pratiques qui peuvent s'apparenter peut-être à une manière de peser sur les élections en utilisant des instruments, c'est-à-dire les juridictions, ou bien en utilisant les assemblées qui vous sont favorables. Ça aussi, il faut essayer de limiter. Je pense que Macky Sall, il a beaucoup fait pour le Sénégal en termes d'infrastructures. L'idéal serait que les élections s'organisent dans les délais prévus et qu'ils sortent de la grande porte, ce qui était le plus souhaitable pour le Sénégal. Mais on a vu qu'aujourd'hui, il y a des manifestations et il y a des craintes. Je pense que le président lui-même, Macky Sall, il a à peine en termes voilés, dit que si les politiciens ne faisaient pas attention, d'autres acteurs plus organisés allaient prendre les choses en main. Bon, ce qui tout le monde a compris, c'est que ça veut dire. Voilà, comme vous avez dit à la sortie. Voilà. Donc, je pense que cette question-là, elle est toujours pendante, elle est là. Je pense que de toute façon, ce qu'il faut comprendre, en tout cas, de mon point de vue personnel, les militaires n'interviennent pas comme ça. Ça, c'est toujours parce qu'il y a eu une cause, une incitation qui puisse arriver à ce niveau-là, et on espère que peut-être le Sénégal n'en est pas encore là. Mais quel que soit le président qui va arriver au Sénégal, les choses ne seront plus les mêmes. C'est-à-dire il y a une frange jeune qui veut une autre façon de gérer nos pays, et que la gestion de ces pays soit d'abord dans l'idée de faire profiter les enfants du pays des ressources, et non faire des politiques pour d'autres personnes, pour que
que d'autres puissances puissent peser de leur poids pour non seulement ne pas payer les impôts qu'ils doivent payer, parce qu'avec les accords qu'on a toujours eu avec la métropole française, c'était des accords où les entreprises, les multinationales se dérobaient dans le paiement des impôts, et ça a eu des conséquences néfastes sur les jeunes. On a vu les gens qui meurent dans la Méditerranée, qui abandonnent nos pays, qui vont de l'autre côté de la rive, qui croient que c'est là-bas qu'il y a le bonheur. Mais pourquoi ces entreprises ne payent pas ici les impôts pour créer des emplois, et au lieu de prendre des nouvelles lois migratoires? Les gens ne partent pas comme ça. Les gens partent parce que chez eux, ça ne va pas. Parce que les ressources sont entre les mains d'autres personnes. Et je pense que ça ne peut plus continuer. Tout à fait. En tout cas, on sent un certain panafricanisme, un vent de panafricanisme qui vraiment s'étend au sein de l'Afrique. Moussa, entre-temps, avec le Sénégal. Oui, Fadima, vous savez, moi, je regrette beaucoup pour ce qui se passe actuellement au Sénégal, et ça a été toujours comme ça, ce n'est pas une première. Et d'abord, ça commencé avec le quiproquo entre le président Macky Sall, avant qu'il ne soit président, il était opposant donc à son père Abdoulaye Wade. Donc à l'époque, Abdoulaye Wade voulait faire un troisième mandat, mais il y avait eu des mouvements, Y'en a marre et tout ça là, pour essayer maintenant de barrer la route. Mais c'est par les urnes que le président Abdoulaye Wade a été battu par le président Macky Sall. Et lui-même, quand il y a eu le problème en Gambie avec Yahya Jammeh, c'est lui qui a été vu, celui maintenant qui a souhaité toutes les sanctions au monde pour essayer maintenant de sanctionner, comment dirais-je, le président Jammeh. Il avait même mobilisé les militaires sénégalais pour essayer d'assiéger la Gambie pour extraire le président. Mais après cela aussi, il y a eu le cas de la Guinée, où il a critiqué par-ci par-là, et il y a eu aussi le cas du Mali. Donc il a été beaucoup cité aussi pour la mesure donc contraignante ici au Mali, donc tout ça là. Et mais si lui maintenant qui est considéré par des pseudo-démocrates que c'est un modèle, puisque vous savez le mot qui me fait mal souvent ici, quand on dit que Abdoulaye Wade, le président Macky Sall a beaucoup fait au Sénégal, ou le président Alassane Ouattara a beaucoup fait en Côte d'Ivoire, mais il faut vivre la réalité de ces pays. Les vrais Ivoiriens sont des taximètres en Côte d'Ivoire. Le travail même des Ivoiriens, il faut faire les taxis. Et les autres là, c'est-à-dire le pouvoir d'achat même est détenu par les Libanais et par les Français, même par les étrangers. Les Ivoiriens sont là seulement, on voit les immeubles qui poussent comme des champignons, on dit que le pays est beau et tout ça là, et pendant qu'on est en train de casser les débris des pauvres citoyens pour construire des ponts et des choses là pour dire que le pays ça va. Et pourtant, quand vous prenez les pays, si vous regardez très bien, parmi les pays les plus migratoires, c'est pas le Mali, où la migration est beaucoup de... La Côte d'Ivoire vient en tête et après le Sénégal. Donc c'est pour dire que... Je vais être simple, juste une question. Il faudrait que le citoyen soit aisé, ensuite penser aux infrastructures, ou bien vous pensez que c'est les infrastructures qu'il faut notamment développer, et par la suite, chacun va se battre et le citoyen va pouvoir avancer. Voilà, pour répondre à la question là, je vais vous envoyer d'abord, je vais vous renvoyer encore à écouter cette phrase d'Ahmed Sokhtouri qui disait que nous préférons la liberté à la pauvreté qu'à la richesse dans l'esclavage. Ça, je pense que ça résume tout, c'est-à-dire ça ne sert à rien de dire qu'on est développé, étant donné que le vrai citoyen n'est pas développé, ne gagne pas 10 000 francs par jour. Le vrai citoyen. Oui, le citoyen même. Le vrai citoyen, c'est le peuple, lambda. Le citoyen lambda. Oui. Comme Dadis l'appelait, le bas peuple. Tant que le bas peuple ne gagne rien. Donc on dit que le pays est développé pendant que vous êtes des cireurs de chaussures, et le pays est développé pendant que vous êtes des taximètres dans le pays, et que les étrangers sont venus, tout ça là. Maintenant c'est pour dire... Oui, mais c'est pas quand vous prenez par exemple un pays développé, souvent c'est des
étrangers même qui sont maintenant dans l'informel. Par exemple, comment dire, en Libye, quand Libye était Libye, au moment de la grande gloire de la Libye, les étrangers étaient là-bas pour faire des taxis, pour faire ceci, comme nos étrangers, les immigrants qui quittent ici. Maintenant, pour le cas du Sénégal, moi je vais vous dire tout simplement que d'abord la loi qui a été abrogée par le Conseil constitutionnel, ça c'est seulement des façades. Vous savez, souvent quand le président a fait une communication en disant que la classe politique doit s'unir pour essayer de trouver un terrain d'entente, sinon il y aura d'autres prétendants maintenant du pouvoir. C'est là, d'autres prétendants, c'est qui? C'est pas le militaire qui l'a formé encore. Parce que tout ça là, c'est pour barrer la route à Ousmane Sonko. Parce qu'il a vu, sinon il avait d'abord, il a écarté Ousmane Sonko, ça c'était vrai. Après maintenant, il avait même son candidat dont il a porté pleinement confiance à son monsieur. Mais il a vu que les Sénégalais n'aiment pas M. Ba, son premier ministre. Donc maintenant, pour essayer de changer le cap comme Alassane Ouattara, donc il a essayé de manœuvrer encore pour essayer de prolonger, peut-être en disant que, ou bien je ne sais pas s'il va donner, il va tuer ou assassiner son candidat comme ça s'est passé ailleurs. Donc maintenant, non, je peux dire aussi, après il dit peut-être suite à la mort de ce dernier, donc je me présente comme candidat parce que voilà, toutes les hypothèses possibles. Je vais vous arrêter dans votre élan. Ça c'est des manœuvres, le peuple sénégalais ne va jamais accepter. Mais c'est que Macky Sall doit comprendre. On ne pourra pas terminer nos différents sujets. Voilà, merci beaucoup téléspectateurs pour le décryptage de l'actualité. On pourra dire que on met un peu de frein à tout ça. Nous avons comme invité Monsieur Mamadou Lamine Ban. Il est le chargé des affaires sociales et questions migratoires au Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Monsieur Ban, dernièrement on a vu une communication, surtout sur les réseaux sociaux. Ça a beaucoup pris sur les réseaux sociaux des Maliens mécontents. Et récemment, on a vu le refoulement de quelques Maliens, une poignée de Maliens qui sont arrivés, comme quoi ils n'avaient pas de documents qui leur permettaient d'être sur le territoire malien. Ils avaient des documents d'autres nationalités, ils avaient des justificatifs et tout, ils avaient des visas volants, mais pas le fameux document parce que l'État a pris des mesures, je crois bien, pour mettre tout ça à place. Mais on en a parlé ici, on a fait ce décryptage sur le plateau, il en ressort en première ligne qu'il y a eu déficit ou mauvaise communication. Moi, j'aimerais bien que vous puissiez nous dire réellement où ça en est, qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Voilà, donc pour comprendre cette situation, il faut revenir un peu en arrière. Je crois qu'il faut revenir en 1991. À la sortie de la conférence nationale, les Maliens établis à l'extérieur qui avaient participé cette conférence nationale avait demandé la binationalité, ce qui leur a été accordé par le pouvoir de l'époque, Alpha Oumar Konaré. Et donc après que cela soit fait, il y a eu des forats. Il y a eu des forats pour inciter les Maliens établis à l'extérieur, surtout ceux de la deuxième génération, de revenir au Mali. C'est ainsi qu'en 1996 et puis en 2003, il y a eu des recommandations pour faciliter le retour des binationaux. Et parmi les mesures de facilitation du retour de ces binationaux, c'est de pouvoir rentrer au Mali avec n'importe quelle pièce malienne en cours de validité ou bien qui est expirée. C'est-à-dire dès que la personne prouve qu'elle est de nationalité malienne, elle pouvait venir au Mali avec un passeport étranger sans visa ou bien avec un visa de courtoisie. Et si elle a une carte NINA, une carte d'identité et un passeport expiré malien, on pouvait le faire passer. Je pense que par rapport à ça, il y a eu, un échange de correspondance entre le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et la présidence de la République à l'époque qui a donné, une note au ministre en charge de la question pour faciliter cette entrée-là. Et c'est ainsi que les gens revenaient avec ces documents-là, c'est-à-dire il y a certains, les plus nombreux d'ailleurs, qui ont les deux documents, le passeport malien et le passeport français.
Mais il y a un nombre de personnes qui viennent simplement avec leurs documents français parce que, bon, pour eux, le passeport français, ça les permet une entrée en France le plus rapidement possible. Mais entre-temps, c'est qu'il y a eu des problèmes que nous connaissons concernant la suspension des visas entre les deux pays. Et en plus de cela, les difficultés liées à l'obtention des passeports maliens pour certains nombre de personnes à cause des problèmes de la fiche Nina, etc. etc. Donc, certaines familles sont arrivées à l'ancienne, à l'aéroport, parce que croyant qu'ils pourront bénéficier de ces mesures de magnanimité du gouvernement qui leur avaient été accordées. Mais, entre-temps, la mesure a été levée par les autorités pour des raisons d'État. Je pense que cette mesure, il y a eu un déficit de communication sur la levée de cette facilité. Ça, tout le monde en convient, parce que c'est par surprise que ces familles-là ont été surprises dans cette situation. Mais je pense que dès le lendemain, les choses ont commencé à bouger, puisque le ministre des Maliens établi à l'extérieur a parlé avec le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et nos représentants dans les institutions au CNT. Ils ont pris langue avec les autres autorités qui sont en charge de la question, notamment le ministère de la Sécurité, le ministère des Affaires étrangères, et finalement avec le haut lieu pour trouver un vives bandit pour que les choses s'éclaircissent. Maintenant, la mesure qui a été retenue par le gouvernement, je pense que elle contente tout le monde. C'est-à-dire dès lors que la personne a une pièce malienne, elle se présente à l'ambassade ou au consulat où on lui donne un visa à ce titre-là. Je pense que les difficultés étaient plus prononcées avec nos compatriotes établis en France. Même si dans la foulée, certains qui venaient d'Espagne et d'Italie ont été touchés. Mais ça fait beaucoup de bruit dans les réseaux sociaux à cause des échanges de certaines personnes victimes. Vous savez, les bus des réseaux sociaux. Mais quand on considère le nombre de personnes qui avaient été touchées par ces mesures, je pense que relativement, c'est un nombre très limité. La plupart avaient les passeports maliens avec un visa et les passeports français. Je pense que le président du Haut Conseil des Maliens de France lui-même était dans la situation, mais heureusement pour lui, il est venu dans l'avion, il avait son passeport malien et son passeport français. Donc moi je pense que dans cette situation-là, ce qu'il faut retenir, c'est que la binationalité est toujours valable, elle est toujours en cours. Nous incitons nos compatriotes établis en France, surtout ceux de la 3e génération, de faire tout pour avoir un passeport malien en cours de validité et ça les épargne du visa. Lorsqu'ils arrivent au Mali ici, ils n'ont plus à payer le visa. Voilà, ça va les protéger contre le fait d'être reconduits à la frontière. Parce que la reconduite à la frontière qui a été faite, c'est vrai que c'est des compatriotes maliens. Nous n'aurons pas souhaité que cela se fasse. Mais ce n'est pas le compatriote malien qui a été reconduit à la frontière, c'est celui qui a un passeport étranger. Et qui n'a pas de visa. Et donc la mesure peut-être elle était trop dure. Il y a quand même des compatriotes maliens qui avaient le passeport étranger et qui avaient un justificatif malien qui prouve que c'est quand même un Malien, même si ça pouvait se comprendre dans la mesure de facilité. Mais ce document dont il a fait état n'est pas un document de voyage. Il n'est pas un document de voyage. Juridiquement, c'est un document malien, c'est un citoyen malien, mais ce n'est pas un document de voyage. Donc, il faut faire la part de choses entre être malien et détenteur d'un document de voyage malien. C'était une facilité que nous avons demandé et obtenue en 2003. J'étais le porteur de la recommandation. Ça veut dire que ça me tient à cœur au forum de 2003. D'accord. Voilà, Monsieur Ban, est-ce que l'obtention de ce visa sur le document étranger pour un Malien, par exemple, qui n'a pas peut-être son passeport tout de suite, est gratuit ou payant? Il est payant. Il est payant. Ça veut dire que c'est un coût supplémentaire pour ce citoyen. C'est un coût supplémentaire. C'est un coût supplémentaire, mais ce qui peut le mettre à l'abri de cela, c'est de prendre un passeport malien. Du coup, je vous me tendais la perche. Est-ce que les passeports maliens sont facilement établis? Les choses se facilitent de plus en plus, mais ce n'est pas facile.
Ce n'est pas facile pour tout le monde, parce que, pourquoi pour tout le monde? Pour tous ceux qui ont leur fiche, leur numéro d'identification NINA, qui n'ont pas de problème de correction, l'obtention du passeport peut se faire en 24 heures ou bien en 15 jours. Ça, c'est aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut obtenir. Maintenant, pour les gens qui sont dans une situation où les erreurs matérielles sur le nom ou le changement d'identité ont des problèmes de changement d'identité, pour cela, c'est la croix et la bannière. Vraiment, c'est des difficultés de correction, mais je pense qu'avec l'évolution de la situation, surtout la reprise des données au niveau du CTDEC, aujourd'hui, je pense que si cela est effectif... Donc, ça veut dire que tout Malien étant sur ce territoire-là, à défaut d'avoir le visa et tout ça, a beaucoup de difficultés pour avoir son passeport, vraiment avec le fichier d'identification, parce qu'il y a eu des erreurs. Oui, tous ceux qui n'ont pas un numéro d'identification NINA, ou ceux qui ont une correction à faire, ou ceux qui ont une double identité, ceux-là, ils ont encore des problèmes qui ne sont pas totalement résolus. Mais petit à petit, je pense qu'il y a eu une accélération quand même dans les problèmes de correction, parce que vous savez, nous, on a interpellé le ministre de l'administration du territoire au moment de l'EID sur cette question, et je pense que depuis là, les réponses ont été données, les choses s'accélèrent, en tout cas de mon point de vue, parce que si on observait avant, il y avait plus de une vingtaine de milliers de demandes qui étaient en souffrance, et les dossiers qui sortaient, ça ne dépasse pas une centaine de dossiers par semaine. Même aujourd'hui, on voit 200 à 300 dossiers qui sortent par semaine. Donc, ce qui veut dire que les choses sont en train de s'accélérer. En tout cas, de notre point de vue, nous avons toujours une doléance qui est là auprès du gouvernement. C'est de dire que nous avons travaillé avec le gouvernement et les partenaires pour arriver à un avant-projet de loi portant le rétablissement d'identité, pour que ce projet de loi soit adopté, et ça permettra à ceux qui ont une double identité de choisir entre les deux identités et d'écraser l'autre, et on n'en reparlera plus pour une période limitée. Je pense que si le gouvernement prend ces mesures-là, ça peut soulager tout le monde. D'accord. Moussa, vous avez des questions, je suppose? Oui, M. Ban, on a vu toute cette communication, des spéculations autour de cette question jusqu'à présent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut maintenant pour être en règle réellement pour un Malien établi en France, par exemple? Parce que tout tourne autour de la France, et il faut se dire la vérité, ce n'est pas d'autres étrangers, mais les citoyens qui sont en France et nos compatriotes qui sont là-bas et qui veulent venir, puisque peut-être est-ce que le Mali ne serait pas en train de prendre une autre mesure pour ne pas qu'il y ait des infiltrations au pays à travers l'aéroport? Bon, je pense que les mesures sécuritaires, ça c'est toujours une préoccupation. Si on parle même des passeports biométriques, de la maîtrise des données, de la maîtrise des personnes, tout ça, c'est des mesures sécuritaires qui sont même en situation ordinaire, qui se font, surtout dans une situation exceptionnelle que vous connaissez, et surtout les rapports que nous avons actuellement avec la France. Il y a ces craintes-là qui sont là, peut-être qu'ils ne sont pas étrangers à toutes ces décisions-là, mais ce que nous pouvons dire aujourd'hui, le gouvernement nous dit qu'il y a une fiche au niveau du consulat du Mali en France. Celui qui remplit la fiche et qui a un document malien peut bénéficier d'un visa. La mesure suspensive des visas pour les Français ne frapperait pas nos compatriotes qui remplissent cette fiche-là. Et pour remplir cette fiche, ça veut dire que c'est pour lever tous les soucis en ce qui concerne l'identité de la personne qui arrive. Ok, maintenant, parce qu'il y a eu des documents de voyage que vous avez parlé. Est-ce que vous faites allusion, parce qu'à défaut du passeport, le titre de voyage? Oui, le titre de voyage, à ce que je sache, c'est légal. Le titre de voyage, jusqu'à présent, je n'ai pas entendu. C'est délivré dans les ambassades. Voilà, je n'ai pas entendu une mesure de la part du gouvernement de la suspension du titre de voyage. C'est un document de voyage comme les autres, mais seulement il sert une seule fois. Mais est-ce que, même si peut-être je ne suis pas... Oui, une seule fois, voilà. Parce que pour le cas de la Guinée, pour le cas précis, quand vous prenez titre de voyage en France, vous pouvez quitter en France pour venir si le passeport est expiré. Donc, pour une durée de 3 mois, ça va te permettre, quand tu rentres au pays, tu fais ton passeport et puis tu régularises.
D'accord. Monsieur Ban, quand même, on a vu les états généraux de la migration. Ça a été vraiment un forum qui a permis de faire beaucoup de réflexions, beaucoup de recommandations, voilà. Et on serait vraiment intéressé de savoir où en sommes-nous avec ces recommandations. Je pense que les états généraux, dans leur déroulement, préparation, etc., ont été une réussite. Les Maliens sont venus de partout. Et en plus des acteurs de la migration au niveau national, les institutionnels et les opérationnels, les débats ont eu lieu et plusieurs recommandations ont été adoptées, une trentaine de recommandations. Parmi ces trentaines de recommandations, le gouvernement a fait une priorisation. Et cette priorisation a fait objet d'un plan d'action qui a été examiné, qui a été adopté par le gouvernement et récemment lors de la célébration du 18 décembre, encore à Sikasso, nous nous sommes apaisantis sur la priorité des priorités sur ces questions-là. Je pense que les choses sont en train de bouger. Les priorités qui ont été prises, par exemple, la mise en place du cadre de concertation des Maliens établis à l'extérieur, le recensement des Maliens établis à l'extérieur, les questions aussi d'investissement pour favoriser l'investissement des Maliens établis à l'extérieur à travers des dispositifs opérationnels d'appui financiers et non financiers pour booster notre économie. Je pense que ça, ce sont des pistes sur lesquelles le gouvernement est en train de travailler. Ensuite, les questions sur la connaissance de la migration, c'est-à-dire faire en sorte pour qu'aujourd'hui, qu'on facilite les recherches sur les questions migratoires. Voilà, je pense qu'on est sorti tout à l'heure d'une réunion de recherche de partenaires pour le 6e, qui va être un espace de recherche sur la migration. Vous savez, le 6e, dans son conseil d'administration, il y a tous les acteurs, notamment le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Il y a beaucoup de pistes sur lesquelles on est en train de voir pour mettre en œuvre ces 9 axes prioritaires qui ont été validés, parmi lesquels la relecture de la politique nationale de migration. D'accord. Monsieur Ban, il y a la situation actuelle des Maliens dans des zones de guerre aujourd'hui et surtout avec ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. On voudrait savoir comment sont les Maliens, par exemple en Ukraine aujourd'hui, une zone quand même qui est sans insécurité, qui est vraiment, voilà, quelle est la prise en charge des Maliens dans cette zone, comment vivent les Maliens, comment se passent pour eux les choses, surtout les étudiants, je crois bien, et aussi avec ce qui se passe de manière catastrophique entre l'Israël et la Palestine. Ok, donc pour le premier cas concernant l'Ukraine, je pense que dès que la situation la guerre a commencé en Ukraine, en réunion du Comité national de crise de suivi de la situation des Maliens établis à l'extérieur en situation de détresse. Nous avons travaillé d'abord avec nos organisations de base au niveau de l'Ukraine dans toutes les villes pour identifier les Maliens qui étaient en Ukraine à l'époque. Et cette identification de nos compatriotes nous a amené à une liste de 67 personnes qui étaient présentes en Ukraine. Et parmi ces 67 personnes, d'autres ont déclaré l'envie de revenir au Mali et d'autres d'être relocalisés dans une autre université dans d'autres pays voisins et d'autres qui ont jugé nécessaire de se maintenir en Ukraine pour les liens familiaux, ou bien c'était des gens qui avaient la nationalité ukrainienne, qui n'avaient pas la facilité de sortir parce que c'est des binationaux et le pays était en guerre. Ils étaient appelés à participer à la défense de leur deuxième patrie. Donc je pense que la plupart quand même sont répartis et peut-être que sauf 6 à 7 personnes, dont une famille, qui sont restées en Ukraine. Cela ont jugé nécessaire d'y rester. Mais pendant la période transitoire de recherche, ceux qui étaient là ont bénéficié du soutien du gouvernement
en termes de logement, en termes de vivre, et pour ceux qui voudraient rentrer, ils sont rentrés avec l'appui du gouvernement. En Palestine, généralement, c'est dans les pays du Moyen-Orient, c'est les étudiants et quelques hommes d'affaires qui sont les plus nombreux. Mais pour le cas spécifique de la Palestine, nous n'avons pas un bureau en Palestine, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Nous avons 77 bureaux, mais notre bureau le plus proche, c'est celui du Liban. On met les recoupements faits avec notre bureau du Liban. Vous savez, le Liban, la Palestine, c'est presque la même zone. Mais aucune information ne nous est parvenue qui tendrait à dire qu'il y a eu un Malien qui est victime de cette situation. Mais la situation est préoccupante. C'est des humains, qu'ils soient maliens ou pas, qui sont en train de mourir d'une manière injuste, des femmes et des enfants qui sont sacrifiés aux yeux de la communauté internationale. C'est inacceptable. La guerre doit s'arrêter en Palestine. Ils doivent dialoguer pour que une solution de deux États et le respect de la souveraineté de la Palestine sur Al-Quds. C'est la position du Mali, c'est la position du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Évidemment, ce qui se passe en Palestine, c'est vraiment la catastrophe. Enfin, c'est un désastre humanitaire, c'est inhumain ce qui se passe là-bas. On compatit avec ces populations. On est de tout cœur avec eux. On espère que dans les semaines, les mois à venir, les choses pourront au moins s'améliorer, pour ne pas dire rentrer dans l'ordre. Moussa, vous avez une dernière question? Oui, moi, ma question, c'est voir avec M. Ban, quel est maintenant le programme du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur cette année 2024. Oui, le programme du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur s'inscrit dans la contribution à la vie de la nation. Aujourd'hui, nous avons le président Habib Silla qui est membre du comité national d'organisation du dialogue intermalien. Nous souhaitons que ce dialogue intermalien puisse se tenir pour ramener la paix et la cohésion sociale entre les fils du Mali, après avoir repris en main notre destin en main. Ensuite, c'est de participer aux prochaines élections législatives, ce qui n'a jamais été le cas. Je pense qu'aujourd'hui, la constitution en vigueur nous donne aux Maliens établis à l'extérieur l'opportunité de participer aux législatives. En dehors de ça, le président a mis beaucoup d'accent sur l'inversion des tendances aujourd'hui, parce que quand on considère les 1000 milliards transférés par les Maliens établis à l'extérieur, plus de 70% sont dans le social. Aujourd'hui, le président appelle à un inversement de tendance pour que les investissements productifs prennent une part importante. Et dans cette mesure-là, aujourd'hui, on est en phase de signer des accords avec le Conseil national du patronat, voir comment est-ce que les Maliens établis à l'extérieur pourront davantage investir dans des entreprises productrices d'emplois et de richesses. Et ça, par rapport à ça, je pense que c'est un appel qui a été lancé. Et pour réussir cet appel-là, on s'appuie sur les présidents des conseils de base qui travaillent tous les jours, non seulement dans la protection de nos compatriotes, c'est la pensée pour tous ceux qui sont en difficulté, en détention, etc., pour qu'on prie pour que ces gens qui sont en détention puissent avoir leur liberté. Et on prie aussi pour que tous les renouvellements des bureaux de base sont en train d'être faits. On a réussi le renouvellement du Sénégal. On a réussi le renouvellement du Ghana, un pays où les Maliens étaient divisés pendant plus de 30 ans. Aujourd'hui, tous parlent de la même langue. Et grâce aux efforts au leadership du président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur qui travaille en bonne intelligence avec notre ministre qu'il faut saluer, qui vraiment est un homme très 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 engagé, le ministre Moussa Aga Taher, et toute son équipe qu'il faut saluer. Au nom du président Habib Silla et au nom des présidents des conseils de base qui travaillent tous les jours. C'est le lieu aussi pour nous de vous remercier, Mandé TV, d'avoir nous donné l'occasion pour venir donner notre opinion sur l'actualité. Et merci à vous, merci aux auditeurs. Téléspectateurs de Mandé TV, nous sommes avec M. Mahamadou Lamine Ban. Il est chargé des affaires sociales et des questions migratoires du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Monsieur Ban, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'avoir contribué pour ce décryptage. Merci. Restez sur nos ondes et surtout, Moussa, on se dit à la prochaine. Oui, à la prochaine, on suit les actualités. Donc surtout le nouveau gouvernement a profil en Guinée. Donc on suit de très près.
Le gouvernement en téléchargement, le gouvernement en téléchargement. Téléspectateurs de Mandé TV, merci de nous avoir suivis. On se dit à la prochaine pour un autre décryptage de l'actualité. Restez sur nos ondes, allez-y sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Madi. Je remercie la régie qui a assuré cet enregistrement. On se dit à la prochaine.